Phase 3. Creuser le piège vers le précipice. L'objectif de cette phase est un approfondissement. Il faut accentuer l'effet que l'on a sur l'esprit de la victime, renforcer ses sentiments d'amour et d'attachement ainsi que ses tensions intérieures. Maintenant qu'elle a solidement mordu à l'hameçon, vous pouvez la travailler à votre guise, faisant alterner espérance et désespoir jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse et craque. En lui montrant jusqu'où vous êtes prêt à aller, en accomplissant un acte noble et chevaleresque, 16. Faire ses preuves, causez un électrochoc qui suscite en elle une réaction positive. Tout le monde porte des cicatrices, héberge des désirs refoulés, des traumatismes non résolus. Faites ressurgir ses regrets et ses blessures. Donnez à votre victime l'impression de recevoir ce dont elle a manqué enfant, et vous marquerez profondément son psychisme, déclenchant des émotions incontrôlables. 17. Provoquer une régression. Votre proie est maintenant prête à transgresser ses propres limites. Poussez-la à lâcher la bride à son moi obscur, apportant le piment d'un soupçon de danger. 18. Offrir le fruit défendu. Vous devez affirmer l'empire que vous avez sur votre victime, et rien n'égare ni ne transporte autant que de donner à votre séduction un vernis spirituel. Convainquez-la que vous n'êtes pas l'esclave de votre libido, mais l'instrument du destin. 19. Convoquer le sublime. De la spiritualité à l'érotisme, il n'y a qu'un pas. Votre proie est maintenant en condition. Blessez-la délibérément. La peur et l'angoisse l'amèneront au bord du précipice, d'où il vous sera facile de la pousser dans le vide. 20. Mêlez la douleur au plaisir. Sous l'emprise d'une tension aiguë, elle cherchera désespérément le réconfort auprès de vous. Chapitre 16. Faire ses preuves. La plupart des gens ne demandent qu'à être séduits. S'ils vous résistent, c'est probablement que vous n'en avez pas fait assez pour les convaincre. Ils se méfient peut-être de vos véritables motivations, s'interrogent sur la profondeur de vos sentiments. Un seul acte qui leur prouve opportunément jusqu'où vous êtes prêt à aller pour les conquérir dissipera leurs doutes. N'ayez pas peur d'avoir l'air ridicule ou de faire une erreur. N'importe quel geste d'abnégation en leur faveur les bouleversera au point qu'ils ne s'apercevront de rien d'autre. Au lieu de vous laisser décourager par leur résistance, relevez le défi comme un vrai chevalier. Accomplissez un exploit vous conférant une envergure telle que l'on se batte pour vous conquérir. À visage découvert. Les beaux parleurs ne manquent pas. Le premier venu peut faire étalage de grands sentiments, protester de son dévouement et de son amour pour tous les peuples opprimés de la planète. Mais si ses actes ne confirment pas ses paroles, on se prendra à douter de sa sincérité. Après tout, ce n'est peut-être qu'un hâbleur, un hypocrite ou un lâche. La flagornerie et les belles paroles n'ont qu'un temps. L'heure de vérité finira par sonner, où vous allez devoir offrir à votre victime des preuves tangibles de ce que vous avez prétendu. Faire ces preuves a deux fonctions. Primo, vous effacez les derniers doutes que l'on peut encore nourrir à votre égard. Secondo, un acte prouvant vos authentiques qualités possède en soi un très grand pouvoir de séduction. Un geste de courage et de générosité suscite une puissante réaction affective en votre faveur. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé de pousser la bravoure et le don de soi jusqu'à l'extrême. Il vous suffit de faire preuve d'une certaine grandeur d'âme. Dans un monde de discours stériles, le moindre geste concret produit un effet tonique qui est en soi séducteur. Il est normal que votre victime vous résiste. Naturellement, plus vous surmonterez d'obstacles, plus douce sera la victoire. Néanmoins, beaucoup de séducteurs échouent faute d'avoir correctement évalué les résistances de leur cible. La plupart du temps, ils se découragent trop tôt. Or,
et ceci est une loi fondamentale de la séduction, la résistance révèle que la sensibilité de l'autre est touchée. La seule personne impossible à séduire est quelqu'un de froid et de distant. Et la résistance, qui est une réaction émotionnelle, peut être retournée et transformée en son contraire, comme en jiu-jitsu, la force de résistance de l'opposant peut servir à le mettre au tapis. Si l'on vous résiste par méfiance, un geste apparemment désintéressé qui prouve l'étendue de votre engagement devrait y remédier. Et si c'est par vertu ou par attachement à quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. La vertu et le refoulement du désir sont aisément combattus par l'action. Comme l'écrit la grande séductrice Nathalie Barnet, la plupart du temps, la vertu n'est qu'une demande de séduction accrue. Il y a deux façons de faire ses preuves. La première, c'est l'acte spontané lorsque votre victime a besoin d'aide, de conseils, ou tout simplement d'une faveur. Ce genre de situation ne se prévoit pas, mais soyez vigilants. Elle peut survenir à tout moment. Impressionnez votre cible. Faites-en plus que le strict nécessaire. Consacrez-lui plus d'argent, de temps et d'efforts qu'elle ne s'y attend. Certaines en profiteront pour vous tester. Allez-vous vous esquiver ou monter au créneau? Si vous tergiversez, ne serait-ce qu'un instant, tout est perdu. Éventuellement, faites croire que votre geste vous a coûté plus qu'il n'y paraît, mais faites-le indirectement. Prenez l'air épuisé, ou confiez-vous à un tiers, par exemple. Le second moyen de faire vos preuves consiste à poser un acte courageux, prévu et calculé, exécuté au bon moment. De préférence quand les doutes qu'éprouve votre victime se font plus dangereux que jamais. Choisissez une action difficile, spectaculaire, qui atteste de vos efforts. Ainsi, la prise de risque physique a un fort pouvoir de séduction. Conduisez habilement votre victime vers une crise, mettez-la dans une situation dangereuse, et au moment crucial, courez à sa rescousse tel un preux chevalier. La commotion suscitée peut facilement se transformer en amour. Quelques exemples. 1. Dans les années 1640, on se disputait les faveurs de Marion Delorme à la cour de France. Cette beauté célèbre avait été, entre autres, la maîtresse du cardinal de Richelieu. Parvenir dans son lit était un signe extérieur de réussite. Le grand séducteur qu'était le comte de Gramont faisait la cour à Marion depuis des semaines, quand enfin elle lui accorda un rendez-vous. Le comte se préparait à cette délicieuse rencontre, mais le jour même où devait avoir lieu leur rencontre, il reçut d'elle un mot d'excuse tendre et courtois. Elle souffrait d'une atroce migraine et était contrainte de garder le lit. Leur rendez-vous était donc différé. Convaincu qu'elle l'écartait au profit d'un autre, le comte n'hésita pas. À la nuit tombée, il enfourcha son cheval et se rendit dans le Marais où habitait la belle. Sur une petite place proche de son domicile, il remarqua un homme à pied qui approchait et reconnut le duc de Brissac. Ainsi c'était lui qui allait le supplanter dans le lit de la courtisane. Brissac n'eut pas l'air enchanté de voir le comte. Gramont l'aborda, l'air pressé. « Ami Brissac, lui dit-il, rendez-moi un service de la plus haute importance. J'ai rendez-vous pour la première fois avec une fille qui habite près d'ici. Comme il ne s'agit que de nous mettre d'accord pour une démarche, je n'en ai pas pour très longtemps. Ayez l'amabilité de me prêter votre cape et de tenir mon cheval un moment jusqu'à mon retour. De grâce, ne vous éloignez pas. » Et sans attendre la réponse, Gramont se saisit de la cape du duc et lui tendit la bride de son cheval. Il s'éloigna un peu et vit que Brissac le surveillait. Il entra dans la première maison venue, ressortit par l'arrière-cour dans la Venelle et atteignit la demeure de Marion Delorme sans être vu. Gramont frappa et une servante, le prenant pour le duc, le fit entrer. Il alla tout droit à la chambre de la dame et la trouva étendue sur un canapé en déshabillé transparent. Il se débarrassa de la cape de Brissac et elle sursauta effrayée. « Alors, la belle, lança-t-il, votre migraine va mieux, on dirait. »
Déconcertée, elle affirma qu'elle souffrait toujours et exigea qu'il quitte les lieux. C'était à elle d'accorder ou de refuser ses rendez-vous. « Madame, » objecta calmement Gramont, « je sais ce qui vous tourmente. Vous craignez que Brissac ne me trouve ici. Mais je puis vous procurer sur ce point tous les apaisements. » Il ouvrit la fenêtre et lui montra Brissac sur la placette, faisant docilement les 100 pas avec sa monture, comme un vulgaire palefrenier. Il était si ridicule que Marion Delorme éclata de rire, se pendit au cou du comte et s'exclama « Cher comte, je ne vous en veux plus. Vous êtes trop gentil et excentrique pour ne pas être pardonné. » Il lui raconta toute l'affaire, et elle lui promit que le duc aurait beau faire marcher son cheval toute la nuit, elle ne le laisserait pas entrer. Et ils se donnèrent rendez-vous pour le lendemain soir. Une fois ressorti, le comte rendit la cape, s'excusa d'avoir tardé et remercia le duc. Brissac, très courtois, alla jusqu'à lui tenir l'étrier pour qu'il se remette en selle, et le salua tandis qu'il s'éloignait. Interprétation. Le comte de Gramont savait que la plupart des séducteurs inexpérimentés abandonnent pour un oui ou pour un non, prenant un caprice ou une apparence de froideur pour un manque réel d'intérêt. En fait, ces mêmes indices peuvent signifier plusieurs choses. Peut-être cherche-t-on à tester vos limites pour savoir si vous êtes réellement accroché. Un comportement ouvertement irritable constitue ce genre de test. Si vous renoncez à la première difficulté, c'est que vous n'êtes pas vraiment motivé. Il se peut aussi qu'on ne soit pas sûr de ses sentiments ou qu'on tente de vous départager d'avec un autre. Dans tous les cas, il est absurde de renoncer. Fournissez une preuve irréfutable de votre détermination et tous les doutes seront balayés. Cela donnera aussi une leçon à vos rivaux, car beaucoup de gens sont timides, ont peur du ridicule et se défilent devant toute prise de risque. Face à une cible vraiment récalcitrante, le mieux est d'improviser, comme Gramont. Si votre action est soudaine et imprévue, vous la toucherez au cœur et elle se détendra. Et puis, soyez curieux, espionnez-la. Plus vous en saurez sur elle, plus vous pourrez affiner votre action. Le plus important est l'esprit dans lequel vous jouez votre va-tout. Si vous agissez avec panache et élégance, si vous la faites rire aussi, peu importe que vous manquiez votre coup ou qu'elle en aperçoive les ficelles. Elle cédera à la bonne humeur que vous avez créée. Notez que le comte à aucun moment ne se plaint, ne se fâche, ni ne se défend. Il lui suffit d'écarter le rideau et de montrer le duc en garçon d'écurie pour que Marion Delorme éclate de rire et abandonne toute résistance. En un seul coup d'éclat, il lui a montré ce qu'il est prêt à faire en échange de ses faveurs. 2. Pauline Bonaparte, la sœur préférée de Napoléon, avait tant de liaisons avec des hommes différents que les médecins s'inquiétaient pour sa santé. Elle ne pouvait garder le même amant plus de quelques semaines. Son plaisir était dans la nouveauté. Même une fois mariée au prince Camille Borghese, en 1803, ses aventures ne firent que se multiplier. C'est pourquoi lorsqu'elle s'enticha en 1810 du sémillant-major Jules de Canouville, chacun pensait que cette liaison n'allait pas durer plus que les autres. Le major était certes un héros couvert de décorations, bien élevé et danseur accompli, et aussi l'un des plus beaux hommes de l'armée. Mais Pauline Bonaparte, âgée de 30 ans à l'époque, avait eu des passades avec quantité d'hommes qui le valaient bien. Quelques jours après le début de leur folle aventure, le dentiste de l'empereur se présenta chez Pauline. Elle avait une rage de dents qui l'empêchait de dormir, et le dentiste constata qu'il fallait arracher tout de suite. Il n'existait pas d'anesthésiant à l'époque. Quand l'homme de l'art déballa ses instruments, Pauline fut terrifiée. Malgré sa douleur, elle changea d'avis et refusa l'extraction. Le major de Canouville était allongé sur un canapé, dans sa robe de chambre en soie. « C'est un mauvais moment à passer, et puis on n'en parle plus. Un enfant supporterait ça sans broncher, » dit-il pour l'encourager. « Je voudrais bien vous y voir, » riposta-t-elle.
Canouville se leva, ouvrit la bouche devant le dentiste et lui désigna une molaire. Sa dent était parfaitement saine. Le dentiste l'arracha. Canouville subit l'opération sans broncher. Après quoi, non seulement Pauline se laissa faire, mais son opinion sur Canouville changea. Aucun homme n'avait jamais rien fait de tel pour elle. Leur liaison, censée ne durer que quelques semaines, se prolongea. Napoléon n'aimait pas cela. Après tout, Pauline était mariée. Des foucades, cela passe encore, mais pas un attachement durable. Il dépêcha Canouville en Espagne, avec mission de délivrer un message au général en chef. Le voyage allait prendre plusieurs semaines, et pendant ce temps, Pauline trouverait certainement quelqu'un d'autre. Mais Canouville n'était pas le premier venu. Chevauchant jour et nuit sans dormir ni manger, il arriva en quelques jours à Salamanque. Là, il constata qu'il ne pouvait pousser plus loin car toutes les communications étaient coupées. Alors, sans attendre les ordres, il revint à Paris à bride abattue, sans escorte et en territoire ennemi. Il ne put voir Pauline que brièvement. Napoléon le renvoya illico en Espagne. Il mit des mois à obtenir la permission de rentrer à Paris, mais dès qu'il fut là, Pauline reprit immédiatement leur liaison. Une fidélité qui ne lui ressemblait pas. Cette fois, Napoléon envoya Canouville en Allemagne, puis enfin en Russie, où il mourut en héros en 1812. Ce fut le seul amant que Pauline ait jamais attendu, et le seul dont elle ait jamais porté le deuil. Interprétation. Il arrive que votre cible, qui avait commencé à tomber amoureuse, s'esquive soudain. Elle a été prise de doute sur vos motivations. Peut-être n'attendez-vous d'elle que des faveurs sexuelles, ou du pouvoir, ou de l'argent. La plupart des gens sont des angoissés, et leurs doutes peuvent réduire à néant l'illusion amoureuse. Pauline Bonaparte, elle, avait l'habitude d'utiliser les hommes pour son plaisir, et était parfaitement consciente d'être utilisée de même. Tout cela était totalement cynique. Mais le cynisme sert souvent à masquer l'angoisse. Et l'angoisse secrète de Pauline était qu'aucun de ses amants ne l'avait jamais vraiment aimée. Tous n'avaient cherché qu'à assouvir leur libido ou à obtenir des avantages politiques. Quand Canouville lui montra, par ses actes de courage, qu'il était capable de sacrifier pour elle une dent, sa carrière et sa vie, il fit d'une nymphomane égoïste une amoureuse passionnée. Certes, la réaction de Pauline n'était pas totalement désintéressée. Le geste de son amant flattait sa vanité, puisqu'elle inspirait un tel courage, c'est qu'elle en était digne. Mais puisqu'il voulait toucher son côté le plus noble, elle ne pouvait être en reste. Il fallait qu'elle lui soit fidèle. En choisissant une action d'éclat particulièrement brillante et chevaleresque, vous hissez la séduction à un niveau plus élevé. Vous suscitez des émotions plus profondes et on ne peut vous soupçonner de viles motivations. Le sacrifice que vous faites doit être patent. Les paroles en l'air ne suffisent pas ici. Perdez le sommeil, tombez malade, gâchez un temps précieux, risquez votre carrière, faites des cadeaux au-dessus de vos moyens. Soyez excessif à loisir pour assurer l'effet produit, mais qu'on ne vous prenne pas à vous en vanter, ni à vous apitoyer sur vous-même. Souffrez et exposez vos souffrances. Étant donné que tout le monde ou presque n'agit jamais que par intérêt, votre acte noble et généreux aura un attrait irrésistible. 3. Gabriele D'Annunzio, pendant les années 1890 et jusqu'au début du XXe siècle, fut considéré comme le plus grand romancier et dramaturge d'Italie. Pourtant, beaucoup de ses compatriotes ne pouvaient le supporter. Ils trouvaient son style empoulé et le personnage pédant et excessif. Il montait à cheval nu sur la plage, se prenait pour un homme de la Renaissance et autres lubies. Ses romans avaient pour thème la guerre, la gloire, la confrontation avec la mort. Plutôt amusant de la plume d'un homme qui n'en avait rien vécu. Ainsi, au début de la Première Guerre mondiale, nul ne s'étonna de voir D'Annunzio faire campagne pour que l'Italie s'engage dans le conflit du côté des Alliés.
Il était partout, donnant discours sur discours en faveur de la guerre. Il fut entendu. En 1915, l'Italie déclara enfin la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche. Jusque-là, le rôle joué par D'Annunzio avait été sans surprise. Mais ce qui stupéfia l'Italie, ce fut que cet homme âgé de 52 ans s'engage dans l'armée. Il n'avait jamais été militaire, il souffrait du mal de mer, mais rien n'y fit. Il s'obstina. On finit par l'affecter à une division de cavalerie, espérant qu'il resterait à l'écart des combats. L'Italie n'avait pas une grande expérience guerrière et son armée était passablement désorganisée. Les généraux perdirent la trace de D'Annunzio. Celui-ci avait en effet décidé de quitter son unité et de créer la sienne propre. C'était un artiste après tout, et il n'avait que faire de la discipline militaire. Il se fit appeler Commandante, et en dépit de son mal de mer opiniâtre, dirigea une série de coups de main audacieux à la tête d'un groupe de vedettes lance-torpilles qui attaquaient nuitamment les ports autrichiens et y coulaient les bateaux au mouillage. Il apprit également à piloter et mena des raids aériens risqués. En août 1915, il survola Trieste, alors aux mains de l'ennemi, et largua un drapeau italien et des milliers de tracts rédigés dans son style inimitable. La fin du martyre est proche. L'aube de joie est imminente. Du haut des cieux, sur les ailes de l'Italie, je vous lance ce serment, ce message sorti de mon cœur. Il volait à une altitude jamais atteinte à l'époque et essuya impunément un feu ennemi nourri. Les Autrichiens mirent sa tête à prix. En 1916, pendant une mission, D'Annunzio tomba contre sa mitrailleuse, se creva un œil et se blessa l'autre. On lui annonça qu'il ne volerait plus et une convalescence forcée le relégua chez lui à Venise. À l'époque, la beauté la plus en vogue d'Italie était la comtesse Morosini, ancienne maîtresse du Kaiser, qui habitait un palais sur le Grand Canal, juste en face de la maison de D'Annunzio. Celle-ci se retrouva assaillie de lettres et de poèmes de l'écrivain soldat qui mêlaient déclarations d'amour et récits de ses combats héroïques. Presque aveugle, D'Annunzio n'hésitait pas à traverser le canal en pleine attaque aérienne pour lui remettre le dernier poème qu'il lui avait écrit. À côté de la comtesse, il n'était guère qu'un modeste écrivain, mais sa volonté de braver tous les dangers pour elle, au risque de perdre la vie, l'a conquis plus sûrement que toute autre manœuvre séductrice. D'Annunzio, au mépris de l'avis des médecins, recommença à voler et dirigea encore plus de raids audacieux qu'auparavant. À la fin de la guerre, il était le héros le plus décoré d'Italie. Où qu'il apparût, le public accourait sur les places pour écouter ses harangues. Après la guerre, il conduisit une marche sur Fiume, sur la côte de l'Adriatique, que les Italiens voulaient annexer, ce dont les Alliés n'avaient cure. Les forces de D'Annunzio s'emparèrent de la ville, et le poète régna pendant un peu plus d'1 an sur Fiume, sous un régime de république autonome. Personne n'osa le remettre en cause. Tout le monde avait oublié son passé peu glorieux d'écrivain décadent. Il était devenu inattaquable. Interprétation. L'attrait de la séduction, c'est qu'elle nous arrache à nos mornes routines et nous donne le frisson de l'inconnu. La mort est l'inconnu par excellence. Les périodes de chaos et de confusion, telles la peste noire dans l'Europe médiévale, la terreur pendant la Révolution française, le Blitz sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, annihilent la prudence habituelle et favorisent les actes de bravoure dont on ne se serait pas cru capable, comme dans une sorte de transe. Le danger a quelque chose de fascinant car il nous projette vers l'inconnu. Prouvez que vous avez l'étoffe d'un héros et une nature indomptable. Montrez votre mépris de la mort et vous fascinerez les masses. Ce que vous prouvez dans ce cas, ce ne sont pas vos sentiments à l'égard d'une personne, c'est votre propre attitude envers la vie. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Vous ne vous contentez pas de belles paroles, vous agissez. C'est la recette miracle du charisme.
Les grands hommes d'État qui, tels Churchill, De Gaulle et Kennedy, se sont distingués sur un champ de bataille, ont exercé un imbattable attrait. Jusqu'à la guerre, beaucoup prenaient D'Annunzio pour un simple coureur de jupons. Sa conduite pendant le conflit lui donna l'envergure d'un héros, d'un Napoléon. De séducteur redoutable qu'il avait toujours été, il devint totalement irrésistible. Sans aller jusqu'à risquer votre peau, vous accroîtrez vos capacités de séduction en fréquentant le voisinage de la mort, prouvant que l'inconnu ne vous fait pas froid aux yeux. Ne le dévoilez pas tout de suite, l'effet n'en sera que plus frappant. Nul n'a un aussi puissant attrait que celui qui a frôlé la mort. Il exerce sur les autres un véritable magnétisme, dans l'espoir sans doute qu'un peu de son esprit d'aventure déteigne sur eux. 4. Dans une version du XIIe siècle de la légende arthurienne Le Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes, Lancelot du Lac, fameux chevalier de la Table Ronde, tombe follement amoureux de la femme du roi Arthur, la reine Guenièvre, qu'il n'a pourtant entrevue qu'une seule fois. Quand lui parvient la nouvelle de l'enlèvement de Dame Guenièvre par un chevalier félon, le sang de Lancelot ne fait qu'un tour. Toutes affaires cessantes, il se lance à la poursuite du ravisseur. Il crève son cheval, poursuit à pied. Il se rapproche enfin du but, mais il est si épuisé qu'il ne peut faire un pas de plus. Passe une charrette pleine d'hommes enchaînés d'allure peu recommandable. À l'époque, on promenait en effet les criminels, assassins, traîtres, lâches et autres brigands sur une charrette de la honte, et cet opprobre les dépouillait de leurs droits féodaux. Lancelot demande au nain qui conduit l'attelage: « Au nom de Dieu, dis-moi, as-tu vu madame la reine passer sur ce chemin ?»« Si vous voulez, messire, monter dans la charrette que je conduis, dès demain vous saurez ce qu'il est advenu de la reine, » répond le nain. Sur ce, il s'éloigne. Lancelot n'hésite qu'un instant, le temps que le cheval ait fait 2 pas, puis rattrape le véhicule et se hisse dedans. Partout, les badauds le conspuent. On s'interroge. Que fait ce chevalier dans la charrette de la honte? Quel crime a-t-il donc commis? Va-t-il subir le supplice de la roue? Va-t-on le noyer, le brûler sur un feu de ronces? Enfin, le nain fait descendre Lancelot, sans dire un mot au sujet de la reine. Maintenant qu'il a été vu dans la charrette, plus personne ne lui adresse la parole. Lancelot poursuit malgré tout sa quête, sous les insultes et les crachats des autres chevaliers. Même déchu et marqué par l'infamie, nul ne parvient à arrêter ni à ralentir ses efforts. Lancelot finit par découvrir que le ravisseur de Guenièvre se nomme Méléagant, le rattrape et le défie en duel. Affaibli par sa quête exténuante, il frise la défaite. Mais la nouvelle que la reine assiste au combat lui redonne vigueur. Il est sur le point de tuer Méléagant quand une trêve est conclue, et Guenièvre lui est remise. Lancelot ne se tient plus de joie à l'idée d'être enfin en présence de sa dame. À sa grande stupeur, cependant, celle-ci semble lui en vouloir. Refusant de le regarder, elle déclare au père de Méléagant: « Sire, en réalité, il a fait tout cela pour rien. Jamais je ne ressentirai la moindre gratitude vis-à-vis de lui. » Lancelot, mortifié, reste quoi? Beaucoup plus tard, à l'issue d'innombrables épreuves, elle s'abandonnera enfin, et ils deviendront amants. Lancelot lui demandera alors si elle a entendu parler de la charrette d'infamie et de sa déchéance. Est-ce pour cela qu'elle l'a traité jadis avec tant de froideur? « Vous avez hésité le temps que le cheval fasse 2 pas avant d'y monter, » répondra-t-elle. « Voilà, pour dire vrai, la raison pour laquelle je ne désirais plus vous voir, ni vous parler. » Interprétation. L'occasion de prouver son désintéressement se présente souvent à l'improviste. Sauvetage, cadeau à faire, faveur à accorder, urgent appel à l'aide. Il faut montrer sur le champ sa valeur. Ce qui compte alors, ce n'est pas d'être efficace, mais de se jeter dans l'action sans se soucier de soi. À un moment pareil,
Une hésitation de quelques secondes peut anéantir tous vos efforts et vous montrer égoïste, vulgaire et lâche. C'est la morale qu'a voulu donner ici Chrétien de Troyes. N'oubliez pas, ce qui compte ce n'est pas ce que l'on fait, mais la façon dont on le fait. Si vous êtes de nature égocentrique, essayez de le cacher. Réagissez de façon aussi spontanée que possible. Montrez-vous troublé, surexcité et même complètement fou, comme si l'amour vous mettait dans cet état. Si l'on vous demande de sauter dans la charrette d'infamie pour les beaux yeux de Guenièvre, assurez-vous qu'elle ne vous voit pas hésiter un seul instant. 5. Vers 1531, une courtisane nommée Tullia d'Aragon devint célèbre dans Rome. Ce n'était pas une beauté classique selon les normes de l'époque. Elle était grande et mince. La femme idéale devait être dodue et voluptueuse, et ne gloussait pas niaisement pour attirer l'attention des hommes. Ses qualités étaient plus nobles. Elle connaissait le latin à la perfection, savait parler littérature, chanter et jouer du luth. Bref, elle faisait sensation. Les hommes, avant tout friands de nouveautés, se pressaient chez elle. Elle avait alors pour amant un diplomate. Les autres, fous de jalousie, rivalisaient d'efforts pour lui plaire, lui écrivaient des poèmes. Chacun voulait devenir son favori. En vain. Naturellement, certains, surtout les plus envieux, ne cachaient pas qu'ils la considéraient comme une prostituée de luxe. La rumeur, peut-être vraie, se répandit qu'elle faisait danser des vieillards au son de son luth. Si leur danse avait l'heure de lui plaire, ils avaient le droit de la prendre dans leurs bras. Pour les fidèles de Tullia, tous de noble extraction, c'était pure calomnie. Ils rédigèrent un pamphlet qui fut largement diffusé. Notre honorée maîtresse, la noble et honorable Tullia d'Aragon, surpasse par ses qualités éblouissantes toutes les dames du passé, du présent et de l'avenir. Quiconque nie ce fait est prié de se faire inscrire sur la liste d'un des chevaliers sous-signés qui le convaincra de la façon coutumière. Tullia d'Aragon quitta Rome en 1535 et se rendit à Venise, où elle fut la maîtresse du poète Tasso, puis à Ferrare, où se trouvait la cour la plus brillante d'Italie. Ce fut un événement. Chacun louait à l'envi sa voix, ses chants, ses poèmes. Elle ouvrit une académie littéraire pour promouvoir la libre pensée. Elle-même se qualifiait de muse, et de même qu'à Rome, elle polarisa une cour de jeunes hommes qui la suivaient partout, gravaient son nom sur les arbres et composaient en son honneur des sonnets qu'il chantait à qui voulait les entendre. Un jeune noble perdit la tête. Il avait l'impression que tout le monde était fou de Tullia, mais ne recevait pas d'amour en retour. Déterminé à l'enlever pour l'épouser, il la convainquit de le recevoir nuitamment. Lui proclamant son indéfectible dévotion, il la combla de joyaux et lui demanda sa main. Elle refusa. Il tira alors sa dague et, devant son refus persistant, se poignarda. Le suicidé survécut, mais la réputation de Tullia atteignit des sommets. De toute évidence, même la fortune ne pouvait acheter ses faveurs. Les années passèrent, sa beauté se fana, pourtant poètes et intellectuels continuèrent à la défendre et à la protéger. Quelques-uns même n'acceptèrent jamais la réalité, que Tullia était bel et bien une courtisane, une des plus appréciées et des mieux payées de la profession. Interprétation. Chacun a ses défauts. Il n'y a rien à faire à cela. Tullia n'en manquait pas. Physiquement, elle était loin de l'idéal de la Renaissance, et sa propre mère était aussi une prostituée. Mais cela ne comptait pas aux yeux des hommes qui tombaient sous son charme. Ils ne voyaient d'elle que l'image qu'elle s'était forgée, tout droit sortie de l'époque des chevaliers et des troubadours, celle d'une femme de grand talent pour les faveurs de laquelle il fallait se battre. Une femme du Moyen-Âge, même mariée, pouvait en effet contrôler le jeu du pouvoir entre les sexes en se refusant à un chevalier jusqu'à ce que celui-ci prouve sa valeur et sa sincérité.
Elle pouvait l'envoyer faire une longue quête, l'obliger à vivre parmi les lépreux ou à disputer sous ses couleurs un tournoi éventuellement mortel, et le chevalier devait obtempérer sans se plaindre. De nos jours, ces usages ont depuis longtemps disparu, mais l'idéal a encore cours. L'homme aime prouver ce qu'il vaut, relever des défis, éliminer ses rivaux, subir des épreuves et savourer la victoire. C'est le masochisme masculin. L'homme trouve un certain plaisir dans la douleur. Curieusement, plus une femme lui tient la dragée haute, plus grande est sa valeur à ses yeux. Une femme facile ne saurait valoir grand-chose. Obligez vos soupirants à se disputer votre attention. Donnez-leur l'occasion de se distinguer et vous verrez qu'ils ramasseront le gant. Ce défi, montrez-moi que vous m'aimez vraiment, attise le feu de la passion. Quand l'un des deux, quel que soit son sexe, relève la gageure, l'autre ne peut faire moins, et cela dynamise la séduction. Donner à l'autre l'occasion de faire lui aussi ses preuves a le double avantage d'accroître votre valeur et de masquer vos défauts. Votre cible est trop occupée par ses propres tours de force pour les remarquer. Symbole, le tournoi. Sur le champ clos où claquent les oriflammes, se cabrent les chevaux caparaçonnés. Les chevaliers s'apprêtent à disputer la main de leur dame sous ses yeux. Elle les a entendus lui déclarer leur flamme un genou en terre, elle a prêté l'oreille à leurs chants et à leurs douces promesses. Mais à présent résonnent les trompettes et le combat commence. Dans une joute, on ne peut ni tricher, ni hésiter. Le chevalier auquel elle sourira aura le visage ensanglanté et quelques plaies et bosses. A contrario. Quand viendra l'heure de faire vos preuves, rappelez-vous que chacun voit midi à sa porte. Un exploit physique laissera de marbre ceux qui n'accordent aucune importance à ce genre de prouesse. Vous aurez l'air d'un simple matu-vu. Votre cible est peut-être plus sensible aux mots doux, surtout écrits. À celle-là, envoyez une belle missive, une autre forme de preuve tangible, plus poétique qu'une scène de cascade. Apprenez à bien connaître l'autre et adaptez votre façon de vous distinguer à ses doutes et à sa résistance.